En chacun de nous, il y a approximativement 3,16 milliards de paires de bases, formant ainsi notre ADN. Une merveille contenant toutes nos informations génétiques, mais aussi de nombreux secrets, certains particulièrement sombres d'ailleurs. Replongeons-nous dans le passé, à une époque pas si lointaine qui, d'après certaines études, aurait été témoin du plus grand bain de sang de notre histoire. Un événement si horrible que les stigmates persistent encore jusqu'à aujourd'hui. Peu de gens connaissent l'existence de cet événement, et pourtant ce fut le premier grand conflit qu'ait connu Sapiens, celui-ci ayant pris place dans le monde entier, ne laissant donc aucune échappatoire. Ce n'est pas tous les jours que l'on découvre des traces liées à ce conflit, mais le meilleur indice à notre disposition se trouve au sein de notre propre ADN. En effet, en analysant le génome humain actuel, plusieurs paléoanthropologues découvrirent un nouveau bottleneck caché dans nos cellules. En français, ces goulots d'étranglement génétique sont le fait d'une rapide et importante réduction de la diversité génétique au sein d'une population. C'est un phénomène assez courant au sein du règne animal, et notre lignée en aurait aussi connu plusieurs. L'un des plus meurtriers aurait eu lieu il y a 900 000 ans, et je vous laisse le découvrir dans cet épisode. Mais celui dont nous allons parler aujourd'hui est bien plus récent, et serait même de notre faute. Pour être plus précis, après avoir jeté un petit coup d'œil à nos chromosomes, les chercheurs découvrirent une impressionnante baisse de la diversité génétique datant d'il y a à peine quelques millénaires, à la fin du néolithique. Au vu des échantillons, ce phénomène eut lieu à travers tout le vieux monde, surtout en Europe, en Asie et au Moyen-Orient, et entraîna la mort ou la disparition d'une grande part des populations de l'époque. N'importe quel conflit ou catastrophe pourrait expliquer une telle hécatombe, mais un détail piqua la curiosité des chercheurs. Le bottleneck ne concerne que les gènes portés par le chromosome Y, le chromosome propre aux hommes transmis de père en fils. Et à contrario, l'ADN mitochondrial, transmis de la mère à l'enfant, ne semble pas avoir connu de véritable bottleneck. Autrement dit, peu importe ce qui arriva à ce moment-là, cela toucha beaucoup plus les hommes que les femmes, amenant les chercheurs à penser que cela serait la conséquence de conflits à grande échelle. En effet, s'il s'agissait d'une éruption volcanique, d'un changement climatique ou encore d'une épidémie, il ne devrait pas y avoir une si grande différence entre les genres. Et on ne parle pas de quelques petites batailles, mais d'un véritable bain de sang, car entre le début et la fin de cette guerre préhistorique, le nombre d'hommes en Afrique, Europe, Asie et au Moyen-Orient aurait été réduit de 95%. Seul un homme sur 20 aurait survécu à cette sorte d'épuration et la population féminine aurait potentiellement été 17 fois plus nombreuse. Aucun conflit dans l'histoire n'atteint un tel pourcentage de pertes, pas même les 2 guerres mondiales, les Khmers rouges ou les conquêtes mongoles. Si une telle guerre éclatait aujourd'hui, il y aurait approximativement 3,9 milliards d'hommes qui succomberaient pour 200 millions de survivants. Naturellement, malgré ces preuves ADN, on est en droit de douter de cette théorie et de réclamer des preuves plus concrètes, telles des corps à profusion par exemple. Eh bien, en effet, les archéologues découvrirent un sacré paquet de cadavres datant de cette époque. À vrai dire, il est même difficile de passer à côté, car plus de 250 sites datant du néolithique tardif montrent des signes d'affrontements violents, et ce, juste en Europe. D'ailleurs, même en général, les squelettes d'hommes du néolithique sont connus pour arborer un nombre impressionnant de blessures d'origine humaine, bien plus que les hommes du mésolithique et de l'âge de bronze. Une étude sur 2300 fermiers du néolithique montra que 10% des hommes et des femmes portent des blessures liées à des armes, probablement dues à des pillages ou des petits conflits locaux. Une autre, basée sur 338 individus en Espagne, indique que 23% des squelettes montrent des signes d'attaque à main armée, ceux-ci concentrés sur les hommes et les jeunes garçons, avec 97% des blessures fatales et 80% des blessures cicatrisées. Moralité, mieux valait être sacrément costaud à l'époque. Ces nombres sont certes assez élevés, mais bien loin des 95% proposés par les études génétiques. Néanmoins, il y a de nombreux biais, notamment le fait que toutes les armes ne laissent pas forcément de marques sur les os, avec par exemple les armes tranchantes qui ne sont visibles en moyenne que dans 15% des cas. Et c'est sans compter tous les autres modes de mise à mort, tels les étranglements, le lynchage, les flèches, ainsi que toutes les conséquences indirectes, telles les infections, les maladies et la famine associée à ces conflits. Alors bien sûr, les humains s'entretuent depuis des centaines de milliers d'années, mais la fréquence est incroyablement plus élevée au néolithique tardif, et c'est, je le rappelle,
uniquement les meurtres dont nous avons des preuves squelettiques. Les archéologues notèrent 2 patterns récurrents à cette époque, les batailles à proprement parler et les massacres à grande échelle, avec de nombreux sites découverts. L'un des plus connus est le site de Thalheim en Allemagne, datant de 5000 ans avant Jésus-Christ, et au sein duquel les chercheurs découvrirent 34 personnes ayant été sauvagement massacrées. Le plus fou est qu'aucun de ces corps ne montre des signes de blessures défensives, signifiant qu'ils devaient tenter de s'enfuir et non de combattre leurs assaillants. Autrement dit, une exécution en règle. À travers ces 34 corps, on note 3 types de blessures, celles causées par des armes tranchantes, comme des haches, celles causées par des armes contendantes, et enfin celles vraisemblablement causées par des flèches, qui d'ailleurs ne comptent que pour 3 des victimes. L'analyse des crânes montre aussi que leurs meurtriers visaient principalement la tête, avec 30 squelettes portant des blessures au crâne, parfois en plus d'autres blessures mortelles. Parmi les victimes, 16 étaient des enfants, 9 étaient des hommes, et 7 étaient des vieilles femmes. Aucune jeune femme n'était présente, et ce n'est pas le seul exemple parmi les sites de massacre, suggérant qu'elles étaient précieuses pour les assaillants, et ceux-ci devaient les kidnapper pour on ne sait quelle raison. L'exemple de Thalheim prit place au sein d'un village possédant des petites fortifications, des genres de palissades, prouvant que ses habitants étaient bien au fait des conflits environnants. Beaucoup d'autres massacres eurent lieu dans des hameaux fortifiés, tels que le massacre de Scheltz, ayant eu lieu à la même époque, et pas si loin de Thalheim, en Autriche. La différence est que ce site compte quant à lui plus de 200 victimes, celles-ci amoncelées dans une grande fosse commune, probablement suite à un raid. Et tout comme en Allemagne, les scientifiques notèrent un nombre assez bas de femmes par rapport aux hommes. Mais l'horreur ne s'arrête pas là, car il semble qu'en plus des jeunes femmes, les assaillants capturèrent aussi les adolescentes, celles-ci étant très peu nombreuses dans la fosse. De plus, beaucoup de squelettes semblent avoir perdu des membres, et parfois la tête, des signes associés à de la torture, des démembrements et toutes sortes d'atrocités perpétrées sur les vaincus. Ceci aurait pu être une sorte de célébration macabre après une victoire, montrant une certaine diversité de rituels parmi les populations. Par exemple, en Asie, la collecte des crânes semblait particulièrement répandue à cette époque. Mais parmi tous ces sites, il en est un qui dépasse tous les autres en termes d'ignominie. Les plus grandes fosses communes du néolithique tardif, Exheim, en Allemagne, datant de 5300 à 4950 ans avant Jésus-Christ. Cette fois-ci, il semble que nous n'ayons pas affaire à un village ravagé, mais plutôt à un village de pillards. En effet, contrairement au site précédent, les archéologues découvrirent au moins 80 petits puits à l'extérieur d'un grand village, étant tous remplis à ras-bord de cadavres. Leur nombre fut estimé à plus de 1000, voire 1500, et les victimes étaient aussi bien des nouveau-nés que des anciens. Si l'on compare avec la population actuelle, ce serait comme si on retrouvait une fosse commune de 800 000 cadavres à l'extérieur d'une ville. La plupart des corps auraient subi le même traitement, les membres arrachés et le crâne ouvert par le dessus. À vrai dire, le nombre de crânes prélevés et nettoyés était tel que les chercheurs proposèrent qu'il s'agissait d'une sorte de culte fétichiste des crânes. Certains indices semblent même indiquer que dans de nombreux cas, le cerveau était consommé, la langue était arrachée et de nombreux os furent ouverts pour en extraire la moelle. Ah oui non, cet épisode sera clairement pas le plus rigolo de la chaîne. Histoire de rajouter à l'horreur, les archéologues découvrirent que le corps spongieux de nombreux os était plus rare que la normale, et certains petits os, notamment les métacarpes et les phalanges, portent des marques de morsure. Autrement dit, nos cultistes sanguinaires adoraient mâchouiller les doigts de leurs victimes. De plus, de nombreux corps auraient été cuits, notamment à la broche, et les os étaient couramment utilisés pour faire des bols, des outils et toutes sortes de décorations, notamment sur des pics près de l'entrée présumée du village. À ce niveau-là, mieux valait ne pas se laisser prendre vivant. Malheureusement, il semble qu'il aurait été dur de leur échapper, car bien qu'il n'y eût pas de chevaux à l'époque, ils pouvaient porter la guerre sur un vaste territoire. Plusieurs indices montrent qu'ils chassaient différents peuples, certains vivant à presque 500 km d'Exheim. Et les vaincus appartenaient souvent à des cultures bien différentes, certains ayant des niveaux isotopiques propres à des chasseurs-cueilleurs et d'autres à des fermiers. Vous en aviez aussi vivant dans les montagnes et d'autres au bord des grands fleuves. Tout ça pour dire que le peuple d'Exheim était complètement assoiffé de sang humain. Ils n'hésitaient pas à mener des raids loin de leur territoire,
nécessitant donc un certain degré de logistique et de stratégie, ce qui est fascinant si l'on exclut la raison de ces attaques. De même, leur village était assez grand selon les standards du néolithique tardif européen, mais loin d'être massif, ne comptant vraisemblablement qu'une cinquantaine d'âmes en moyenne. Il existe encore de nombreux mystères concernant cet endroit, notamment l'origine des victimes. Étaient-elles des prisonniers de guerre, des esclaves ou de simples voyageurs malchanceux? Enfin, concernant leur disparition, personne ne sait vraiment ce qui est arrivé au peuple d'Exheim, mais plusieurs tests semblent indiquer qu'ils abandonnèrent ce village peu de temps après les derniers massacres, moins de 50 ans après pour être plus précis. Peut-être sont-ils simplement partis, ou alors un autre groupe plus grand serait venu se venger. Qui sait? Difficile de trouver plus terrifiant que ça, mais ce n'est pas le seul site du genre. Loin de là. Vous aviez des bandes de guerriers collectionneurs de têtes, des clans qui récupéraient et brisaient les tibias de leurs victimes, des peuples xénophobes exécutant tous les étrangers à vue, ou encore des gens qui enterraient d'autres personnes encore vivantes. Le néolithique, c'est fantastique. Couplé à tout ce panel d'horribles coutumes, ces peuples étaient aussi armés de toute une diversité d'armes en tout genre, telles des herminettes, lances, arcs et divers types de flèches, haches, gourdins, couteaux, fendoirs, faucilles et faux de guerre, marteaux, etc., etc. Et malheureusement pour les combattants de l'époque, niveau armure, c'était pas encore ça, avec aucun reste de protection solide découvert. À la limite d'épaisses peaux de bêtes et des vêtements en laine ou en fibres végétales. Avec un tel niveau de violence, la vie à cette époque devait être particulièrement rude. Encore plus pour les hommes, pour qui atteindre l'âge adulte était déjà un exploit, avec une durée de vie moyenne variant entre 20 et 33 ans selon les régions. D'ailleurs, il s'agirait de la période auquel Sapiens avait la plus courte espérance de vie moyenne de son histoire, et ce, même en excluant la mortalité infantile. En effet, même après 15 ans, un garçon aurait eu très peu de chances d'atteindre la trentaine. Dans un monde aussi violent et barbare, on est en droit de se demander « Mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi tout le monde passait son temps à s'entretuer ?» Malheureusement, il n'y a pas de réponse claire à cette question, mais comme d'habitude, plusieurs théories furent proposées. L'une des plus populaires serait que les humains auraient, en quelque sorte, volé trop près du soleil. Plus concrètement, peu de temps avant cette période sanglante, l'humanité connut la fameuse révolution néolithique, ou la première révolution agricole, et de nombreux groupes firent la transition entre le mode de vie chasseur-cueilleur et celui de fermier sédentaire. Ceci permit un accroissement général des populations et l'établissement des premiers villages à proprement parler, menant à leur tour à de nombreuses innovations. Tout ça semble bien beau sur le papier, mais cela signifie aussi la formation de plus grandes bandes de guerre, plus de jalousie et de convoitise entre villages, et l'accès à de nouvelles armes encore plus meurtrières. Ce basculement offrit aussi de nouvelles raisons de tuer, car en s'attaquant à un village, c'est un peu comme s'attaquer à une grande réserve de nourriture, de divers matériaux et de femmes. De plus, si deux villages étaient proches l'un de l'autre, leurs habitants auraient pu se sentir menacés et mener des raids pour éliminer ces menaces réelles ou fictives. Une autre idée se basa sur cette raréfaction du chromosome Y pour expliquer cette violence. Il a été proposé que ces sociétés se restructurèrent de plus en plus en culture patrilinéaire. Autrement dit, les hommes restaient au sein de leur clan et n'acceptaient pas d'autres hommes, peut-être par manque de confiance. Et à contrario, les femmes pouvaient entre guillemets se joindre facilement à une nouvelle tribu. Tous les hommes d'un clan seraient donc issus du même ancêtre, mais pour les femmes, pas forcément. Petit à petit, le chromosome Y devint plus vulnérable, étant bien plus affecté par tous ces conflits. Et lors de la destruction d'un village, les hommes étaient visiblement exécutés et les femmes capturées, offrant plus de diversité génétique féminine au clan des assaillants. C'est horrible dit comme ça, mais l'histoire de notre espèce n'a rien de glamour. Au final, tout ceci résulta d'une sorte d'extinction de la plupart des lignées d'hommes à travers le monde, expliquant cet étrange bottleneck. Mais comme à chaque fois en science, il y a des avis contradictoires et une idée un peu plus paisible fut proposée. Bien sûr, avec une telle quantité de squelettes portant des marques d'attaque, il est difficile de nier que le néolithique tardif était une époque assez brutale. Mais vis-à-vis du bottleneck, il est aussi possible que ce soit le fait du phénomène nommé la fission linéaire.
En gros, la création de nouvelles colonies serait faite par des hommes parents de la colonie principale, et à terme, les liens de parenté auraient favorisé les interactions entre elles. Tandis que les clans un peu moins prospères n'auraient pas ou peu engendré de nouvelles colonies et finir par lentement disparaître à cause d'un environnement difficile et de techniques agricoles pas encore très au point. Ceci aurait donc mené à une raréfaction du chromosome Y, celui-ci concentré dans certaines communautés très prospères, tandis que les autres hommes dépérissaient en silence. Voyez ça un peu comme de la consanguinité, mais que pour les hommes. Pour ajouter à cela, vous aviez les groupes plus féconds et avancés technologiquement, ceux qui favorisent l'expansion, et d'autres qui avaient à peine à subsister, étant donc plus sensibles aux aléas du climat par exemple. Enfin, il est aussi possible que les deux hypothèses citées soient complémentaires, avec un mix de violence et de facteurs naturels, le tout ayant poussé à la disparition de 95% de la diversité génétique masculine. Dans tous les cas, il est certain que quelque chose dévasta les populations d'hommes au néolithique, et cela a eu des répercussions jusqu'à aujourd'hui, avec des populations n'ayant toujours pas atteint un niveau de diversification égal à celui pré-bottleneck. Et si celui-ci n'avait jamais eu lieu, les hommes d'aujourd'hui seraient probablement très différents de nous. Bon après, tout est plus ou moins rentré dans l'ordre, car notre ADN continue de muter, offrant à nouveau de la diversité génétique, et nous ne sommes plus en train de nous étriper les uns les autres pour un oui ou pour un non. C'est déjà pas mal, non? Il existe toutefois une dernière question. Quand et comment ce bain de sang mondial s'est-il arrêté? Bon spoiler, il ne s'est jamais vraiment arrêté en soi, car en termes de nombre et non de proportion, de plus en plus de gens mouraient lors des guerres, ceci renforcé par des armes de plus en plus dévastatrices. Le truc, c'est que les populations grossissaient plus vite que les gens mouraient, donc disons que ça allait quoi. L'âge de bronze était aussi une époque très brutale, mais je laisse ça aux historiens. Ainsi, avec le temps, les grandes sociétés apparurent et se complexifièrent, ce qui amena de grands échanges commerciaux ainsi qu'à de la diplomatie, donc plus besoin de s'étriper pour des ressources. Toutefois, si l'on jette un coup d'œil aux 600 dernières années, et même aux 100 dernières années, on s'aperçoit que la guerre a toujours été là, et ce ne fut qu'après la Seconde Guerre mondiale que le monde se stabilisa en quelque sorte. Donc malgré le contexte actuel, nous vivons entre guillemets dans un monde qui n'a jamais été aussi paisible, ceci notamment reflété par une espérance de vie moyenne 3 à 4 fois supérieure au néolithique. Alors oui, le monde n'est pas parfait, mais au moins vous ne risquez plus de vous faire choper par des cultistes sanguinaires ou des preneurs de crâne. Du moins, pour le moment. Allez, merci de votre attention et on se dit à la prochaine aux eaux perdues.